Vous avez un enfant préféré à la maison? On en parle avec nos invités sans jugement. À tout de suite. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter du chouchou. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'est l'harmattan. Dans notre rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, nous recevons l'humoriste Yves Hidero. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Astou qui nous écrit depuis Moundou au Tchad. Elle me dit « Angela, au secours, mon bébé refuse qu'on lui donne à manger à la cuillère. Que faire? J'insiste ou j'arrête ?» Alors Astou, déjà, c'est très bien. Ça veut dire que si vous me parlez de cuillère, ça veut dire que vous avez commencé la diversification alimentaire avec votre bébé. Mais il faut vous mettre à sa place quand même, Astou. Imaginez, vous avez l'habitude de boire du lait au biberon ou bien au sein, et puis du jour au lendemain, on commence à essayer d'introduire un objet métallique ou en plastique dans votre bouche. Alors, il y a des enfants qui vont dire non, merci. Donc, non, je ne vais pas vous dire de ne pas insister, il faut continuer, c'est juste que ce qu'il faut faire, c'est déjà lui montrer comment ça fonctionne. Quand vous voulez lui donner à manger à la cuillère, vous mettez d'abord la cuillère dans votre bouche et ensuite vous essayez de la mettre dans la sienne. Vous vous assurez qu'il y ait toujours des cuillères qui traînent à côté de bébé. Ça veut dire que lui, un jour, quand il va voir, comme ils sont dans une phase où ils touchent tout, eh bien, il aura envie de prendre la cuillère dans la bouche et petit à petit, il va la mettre lui-même dans la bouche et ça va lui paraître un objet habituel. Donc justement, on a posé la question au docteur Amenito et c'est ce qu'il disait. Justement, il disait ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer que cet objet-là devienne un objet habituel dans l'environnement proche de bébé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un fruit extraordinaire que nous trouvons partout dans la sous-région, c'est la papaye. La papaye, c'est un fruit magique. Vous savez, il y a plusieurs variétés. Donc moi, j'en connais 3. Ce fruit-là, c'est un fruit extraordinaire parce qu'il a des vertus antioxydantes, de la vitamine C pour le système immunitaire. Quand je dis système immunitaire, c'est rendre le corps plus fort, lutter contre les infections. D'accord? Dans la papaye, vous retrouvez des fibres. Les fibres, ça permet d'avoir un meilleur transit, de mieux digérer, de ne pas avoir des problèmes de constipation, des choses comme ça. Et puis, ça permet d'avoir une très belle peau. Donc vraiment, s'il y a un fruit que vous pouvez consommer, c'est la papaye. J'espère que j'ai répondu à votre question, Astou. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, alors vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Histoire de chouchou, là. Vous savez, moi, je suis issue d'une fratrie, je suis l'aînée, je suis la seule fille et j'ai 2 petits frères. Et le frère qui vient juste après moi, on s'est toujours dit que le petit dernier, là, c'était le chouchou de ma mère. Elle se défend, elle nous dit tout le temps, mais non, moi, je vous aime tous les 3, même niveau, nanana. C'était le chouchou. Parce que lui, il prenait jamais de fessée, il avait toujours les meilleurs cadeaux. Et puis, bon, j'ai envie de dire, c'était le petit dernier, donc voilà, c'était lui qui avait, comment dire, toutes les grâces de maman. Bisous, maman, je t'aime très fort. Alors, aujourd'hui, nous recevons Georgia. Georgia, vous avez 35 ans, vous êtes comptable et vous êtes la maman de Oren Kenania, qui a quel âge? Qui a 3 ans et demi. Qui a 3 ans et demi. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci, madame. Je reçois également Manuela, vous avez 35 ans, Oui. vous êtes maîtresse de cérémonie. Oui, c'est ça. Et vous êtes la maman de 5 enfants, donc Johan Michel qui a 13 ans, Oui. Ryan Aurel qui a 11 ans, Ethan Marie Capichel. Capichel qui a 7 ans, Oui. Nouran Emmanuel qui a 6 ans et Kylian Ephraim qui a 4 ans. C'est bien Effectivement. Ephraim? Ephraim. Ephraim. Oui. Bon, vous avez l'habitude, j'ai toujours des problèmes avec les prénoms. Tout ça, ça ne changera pas, ça. Et je reçois également le docteur Bissouma. Docteur Bissouma, re-bienvenue au Maternelle d'Afrique. Vous êtes pédopsychiatre et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans la maison des maternelles. Alors, je vais commencer avec vous, Georgia. Georgia, vous avez une expérience à nous raconter sur le chouchoutisme. C'est un mot que je viens d'inventer, hein, je précise. Racontez-nous. Bon, il faut dire que je suis la 2e fille de mes parents. Nous sommes 5, 4 filles et un garçon. Et il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. Et là, je sentais que mes parents ne m'aimaient pas. Depuis toute petite,
j'ai vécu avec cette idée parce que je sentais que ma grande sœur était plus chouchoutée par mon père et ma petite sœur par ma mère. Du coup, j'étais au milieu et j'observais, peut-être qu'ils ne faisaient pas attention, mais au fond de moi, je le ressentais par de petits exemples que je vais énoncer tout à l'heure. J'étais la seule fille de mes parents à partir à l'école sans déjeuner. Si on le faisait pour nous tous, ça n'allait pas me frustrer, mais j'étais la seule. Vous aviez quel âge? J'avais 5 ans. Vous aviez 5 ans et donc on envoyait les autres à l'école en leur donnant de l'argent Oui. pour le déjeuner? Pour le déjeuner à 10 heures. Et moi, je partais sans déjeuner. Jusqu'en classe de seconde, c'est à partir de la classe de seconde que mon père a commencé à me donner l'argent de poche. Et vous, en tant qu'enfant, comment vous avez ressenti? Vous vous êtes dit quoi? Moi, je voyais de la manière dont j'étais traitée. Donc, je me disais que mes parents ne m'aimaient pas. Je le disais tous les jours. Parce que j'éveillais une certaine colère à mon père ou à ma mère. On me battait pour si peu. Je me rappelle une fois, j'étais allée à la messe, j'étais en classe de CM2 et j'avais porté la chaussure de ma petite soeur que ma grande soeur lui avait offerte. Et lorsque je suis venue, mon père était dans tous ses états et il m'a suivi dans la douche, il m'a battue. J'ai beaucoup pleuré, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'étais adoptée. Je me suis dit que j'étais adoptée et je grandissais comme ça. Franchement, j'en souffrais au fond, mais mes parents ne faisaient pas attention. Ils ne faisaient pas attention. Lors d'une dispute, ma petite sœur m'a dit que toi, tu n'es pas désirée. Parce que moi, ma mère laisse passer ses grossesses de 3 ans. Et entre ma grande sœur et moi, il y avait 2 ans. Et puis elle a demandé à maman, mais Georgette n'est pas désirée. Maman a dit oui. Au fait, ce n'était pas pour me frustrer, je comprends maintenant, mais elle a dit sans faire attention. Mais moi, ça m'a choquée. J'ai dit, non, je comprends, je ne suis pas désirée, mais ça ne justifie pas tous ces comportements. Peut-être qu'il y a quelque chose. Franchement, là, je ne savais pas, mais je vivais avec. Et à chaque fois, pour des petits trucs, mon père était en colère, il me battait. Souvent, quand je me discute avec ma grande soeur, on me frappe. Je me discute avec ma petite soeur, on me frappe. C'est comme si j'étais la méchante. Donc ça a dû être un moment très difficile pour vous. C'était très, 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 très difficile pour moi. Georgia, votre témoignage est poignant. Je peux comprendre qu'en tant qu'enfant, quand on a l'impression de se sentir moins aimé que ses frères et sœurs, ça peut être difficile déjà d'évoluer dans la fratrie et puis d'évoluer tout simplement en tant que personne, en tant qu'adulte. Manuela, vous avez 5 enfants. Oui. Et vous avez une petite préférence pour votre petit dernier. Oh, je l'adore. Racontez-moi ça. Bon. Pourquoi? En fait, chaque enfant a une particularité qui touche et toutes les mamans aiment tous leurs enfants. Et on aime chacun de nos enfants, mais il y a toujours un avec qui il y a un match parfait. On ne sait pas comment ça se fait, c'est les affinités ou c'est l'histoire liée à sa naissance parce que, comme vous le constatez lorsque vous avez fait la présentation, mes 3 derniers sont extrêmement rapprochés. J'ai fait 3 bébés en 3 ans. Et ce dernier, quand il est arrivé, c'était le seul avec qui la mémé n'était pas à côté. Parce que ma mère a toujours été très présente pour chacun de mes enfants. Et celui-là, je m'en suis occupée toute seule. Et on va dire qu'il n'était pas très attendu parce que lorsqu'il y a 2 grossesses rapprochées, on dit c'est un accident, ça arrive. Mais lorsque l'accident se répète encore une fois, tout le monde commençait à bouder. Et dans ces cas-là, souvent, on n'en veut pas au papa. La seule responsable, c'est la maman. Encore pire, tu es une intellectuelle, donc attends. Oui, vraiment, j'ai entendu beaucoup de mots difficiles. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je n'ai pas pu l'annoncer à mon mari. Il revenait d'un voyage où il a fait un accident terrible qui l'avait totalement défiguré. Il a fallu faire la rééducation. Donc, j'ai gardé la grossesse pour moi. Alors qu'habituellement, un retard, tout le monde sait, je suis enceinte, je suis enceinte. Cette fois-ci, j'ai gardé pour moi, c'était mon secret, c'était mon bébé. Et c'est lorsque le ventre a commencé à être apparent que les gens se sont rendus compte. Donc, je parlais souvent avec ma grossesse. C'était quelque chose... J'étais déjà liée avec l'enfant avant même qu'il... Communiquer avec le bébé avant même qu'il Je le fais avec les autres, mais puisque personne ne le savait, c'était quelque chose de particulier, c'était différent. Et quand il est né, l'accouchement était terrible. Donc, c'était un soulagement double de le voir, de voir que j'étais vivante, de voir qu'il était vivant, qu'on allait tous les deux bien. C'était une sorte de récompense après ces 9 mois assez compliqués, parce que mon mari m'a baudé un peu, j'avoue. Et je me sentais seule, mais je me sentais seule avec lui. Donc, c'était un peu nous deux contre le reste du monde, en fait.
Et il est né, il est comme moi, il est bavard, il est joyeux, un peu, disons qu'il profite un peu de sa situation de chouchou Ah, pour fatiguer ses frères, mais ah, ah. ils savent tous que je l'aime. Mais ce n'est pas une justification. Je crois que le plus difficile, ce n'est pas d'aimer plus l'un que les autres. Le plus difficile, c'est de traiter tout le monde équitablement. Docteur Bissouma, là, vous voyez, on a deux exemples diamétralement Tout à fait. opposés. Je vais vous demander, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir une préférence pour un enfant par rapport à un autre? Je pense que cette préférence, elle s'inscrit dans l'histoire de la conception, dans les représentations, c'est-à-dire que on a peut-être rêvé ou pas du tout à cet enfant. Elle parlait de grossesse désirée ou non désirée. Il y a l'histoire même de la grossesse, de comment on l'a vécu, des événements qui entourent tout ça. Et puis, il y a l'histoire de la rencontre, de la première rencontre entre un enfant et sa mère. Même si une grossesse n'a pas été désirée, on peut arriver au bout d'un moment à désirer cet enfant-là, à le vouloir, en fait. Et si on n'arrive pas à vouloir un enfant, on n'arrive pas à accepter que cet enfant existe, l'amour devient difficile. Mais il y a aussi un autre paramètre qui va agir, c'est que si l'enfant qui naît est, j'ai envie de dire, gratifiant, c'est-à-dire que c'est un bon enfant et qui fait de nous, finalement, une bonne maman, il y a quelque chose de plus fort, de plus fort. Même si la maman va faire des efforts pour être, comme disait madame, équitable, hein, quand j'entends son histoire, elle l'a bien dit, elle était seule contre tout le monde. Et du coup, il y a un lien plus fort qui s'est créé avec cet enfant parce que c'était son compagnon de route. Un enfant, il va faire avec ce qui se passe. Oui. Et ne pas se sentir aimé justement si la maman qui est responsable de lui communiquer de l'amour n'y est pas arrivée pour une raison ou pour des événements divers, quoi. Mais alors, justement, je voulais vous demander, Manuela, les autres, vos autres enfants, comment est-ce qu'ils perçoivent cette préférence vis-à-vis du dernier? Bon, en matière de punition, on trouve toujours qu'il en reçoit moins, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais quand ils veulent demander quelque chose à télécommande, par exemple, on sait vers qui se tourner. Va voir maman, on veut regarder la télé, et il vient. Et on se dit que c'est plus facile pour lui. Mais l'avantage avec chacun, c'est qu'on est très tactile dans la famille. Donc, le matin, quand on finit de prier, on prend l'habitude de s'embrasser tous. J'ai instauré ça parce que je me suis rendu compte que, sans faire attention, j'embrassais constamment mon dernier. Chaque fois qu'il est à côté, je l'attrape pour lui faire un câlin. Et les autres regardaient. Donc, j'ai instauré que tout le monde embrasse tout le monde le matin avant d'aller à l'école. Donc, j'embrasse chacun. Je rappelle à chacun pourquoi est-ce que je l'aime. Docteur Bissouma, justement, est-ce que le fait d'avoir d'avoir eu plusieurs grossesses, plusieurs enfants, quand le dernier arrive et qu'on sait que c'est le dernier, est-ce que là, on lâche tout et que naturellement, ça devient le chouchou? Pas toujours. Pas toujours. Moi, je crois que le chouchou, le chouchoutisme, le chouchoutisme naît vraiment dans une rencontre particulière. Parce que ça peut être le dernier, mais ça peut être l'enfant de trop. Voilà, c'est celui qui arrive, qui épuise. Donc, il ne sera jamais le chouchou. Ouais. Voilà. C'est sûr. C'est pas lié au rang. C'est vrai qu'en général, c'est le dernier qui est le chouchou, mais le dernier, les parents sont moins rigoureux, moins sévères dans l'éducation, parce qu'en plus, si les premiers sont grands, implicitement, inconsciemment, bon, les premiers ont déjà été bien éduqués, donc ils vont transmettre aux derniers. Voilà. Mais le fait d'être chouchou, ça s'inscrit vraiment dans ce que l'enfant, dans l'image qu'il a pour les parents. Et ce qu'elle dit, elle a dit plusieurs fois, hein, ils savent que je l'aime. Bon, je les aime, mais l'autre, je l'aime. C'est vrai. Voilà, elle a dit plusieurs fois. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et bon, je crois que nos actes parlent plus que nos paroles. Et qu'on va faire des efforts pour essayer d'être équitable avec les premiers ou avec les autres enfants. Mais celui qui est le chouchou, il suscite chez nous quelque chose de particulier qui a pris naissance dans l'histoire de cet enfant.
dans les accidents ou dans la joie qu'il y a eu à avoir cette grossesse, dans tout ce qu'on a pu traverser, voilà, dans les représentations qu'on a de cet enfant. Donc j'entends bien, donc il n'y a pas d'histoire de rang, c'est vraiment lié à la grossesse et une histoire particulière avec l'enfant en question. Voilà, ça peut être lié même à l'homme hein, qui est responsable de la grossesse. C'est vrai. Donc ça peut être le premier enfant, parce que j'ai eu ce premier enfant de l'amour de ma vie, et après je me marie avec un homme parce qu'il faut se marier. J'aurais toujours une préférence pour le premier, parce qu'il y a des choses qui viennent avec. Alors Georgia, Oui. finalement, vous avez une conversation avec votre papa et vous lui avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Effectivement. Au fait, j'en avais tellement gros sur le cœur et je grandissais avec. Et en classe de terminale, j'ai regardé mon père en face et je lui ai dit que je sais que tu ne m'as jamais aimé, que j'ai été adoptée. Et c'est ce jour-là, j'ai compris qu'au fond, il m'aimait. Il a pris un coup. Mon père, c'est quelqu'un, il est très, très émotif. Donc, il a même coulé des larmes. Il a dit non, que pourquoi je t'ai toujours aimé, que comment tu oses dire ça. J'ai dit non, mais par ton comportement avec moi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, que je veux aller chez mes vrais parents parce que je sais que vous m'avez adopté. Il dit, mais comment je peux dire ça? Qu'il m'aime, il m'adore, que vraiment, si quelqu'un même lui disait, il allait faire un choc. Mais venant de moi, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est là maintenant, il venait de se rendre compte de toutes ces erreurs qu'il avait faites dans le passé. Bon. Et depuis lors, c'est devenu une vraie complicité entre mon père et moi. Hein. Donc, je me confie plus à lui, on s'appelle beaucoup. Et j'ai vu réellement, effectivement, qu'il m'aimait. Et justement, docteur Bissouma, je voulais vous demander, quels sont les risques justement dans une fratrie quand on marque une préférence pour un enfant par rapport aux autres? Quelle est la perception que les autres peuvent avoir des parents et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur la fratrie en elle-même? Bon, là déjà, sur la personne, les conséquences sont claires. Hein. En général, l'enfant du milieu souffre toujours un peu plus que l'aîné ou que le dernier. Hein. C'est un peu ce qu'on a entendu. Mais les risques sont là, c'est-à-dire que c'est un vécu d'injustice. Et je disais tout à l'heure, nos actes parlent plus que nos paroles. On ne s'en rend pas compte, mais quand on préfère un enfant, c'est au détriment des autres. Les autres vont se sentir délaissés, les autres vont se sentir mal aimés. C'est vrai, quand on est enfant, on profite. Hein. Oui, bon, c'est le chouchou, va chercher tel ou tel truc, obtient telle ou telle grâce des parents. Mais il faut se souvenir qu'un jour, on ne sera plus là. Et que celui qu'on a mis en position de préféré, eh bien, le jour où on ne sera plus là, ça sera l'heure de la revanche pour les autres. Et celui qui est le préféré, en général, on ne le rend pas très autonome. C'est vrai. On ne le rend pas autonome, en fait. Donc, quel conseil vous donneriez justement à ces parents qui ont une préférence et c'est plus fort qu'eux? Parce qu'on a reçu des témoignages sur la page Facebook de Maternelle de mamans qui disaient clairement, qui affichaient clairement, moi, j'ai nettement, ils étaient moins politiques que vous, c'était vraiment moi, non, c'est lui que je préfère, les autres là, c'est lui que je préfère. Quel conseil vous leur donneriez justement pour que ça se passe à peu près bien avec les enfants? J'ai beau réfléchir, en vérité, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Parce que la seule chose à dire, mais ça ne fait pas de différence. Soyez juste, soyez équitable. Bon, le cœur d'une mère, c'est comme une vaste pièce et qui se découpe à l'infini. C'est-à-dire que j'aime un enfant, j'en aime un deuxième, ça ne change rien à l'amour, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cœur qui va se démultiplier à l'infini. Mais comment faire pour être équitable dans l'amour ou pour être juste quand celui-ci porte une histoire particulière que l'autre n'a pas? J'aurais du mal à répondre. Peut-être que développer des stratégies compensatoires. Voilà. On prend conscience du fait qu'on préfère un par rapport aux autres, mais comme les autres, on les aime aussi dans une certaine mesure, on trouve des rituels, des petites façons de faire. Pour que l'injustice ne se sente pas. Pour que l'injustice ne se sente pas. Et ça, c'est de la responsabilité du parent de faire en sorte que l'injustice ne se sente pas. Mais si on reste dans « c'est mon préféré, l'autre non », on crée des blessures.
Une fois n'est pas coutume, je vais demander donc à nos invités de dire le mot de fin. Alors, Georgia, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de dire à mon père et à ma mère que je les adore, je les aime et je suis convaincue qu'ils m'aiment. Magnifique. Et vous alors, Manuela, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, l'amour, c'est une chose belle, mais ce n'est pas un sentiment, ce sont des actions. Donc, aimer les gens avec beaucoup d'actions, avec beaucoup de bisous, ça marche. Magnifique. Et moi, je voudrais juste terminer. On avait fait un sondage sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On avait demandé si c'était possible d'avoir une préférence pour l'un de nos enfants. Et puis, sur 95 personnes, il y en a 62% qui ont répondu oui. C'était le mot de la fin. Docteur Bissouma, merci beaucoup d'être venu nous voir aux Maternelles d'Afrique. J'espère vous recevoir encore très bientôt. Merci beaucoup, mesdames. Merci je vous à dis vous. à bientôt. Je vais recevoir une femme extraordinaire, mais avant ça, la récré. Quand, quel- quand quelque chose t'arrive et l'autre, c'est lui qui t'a fait ça et dit que c'est pas lui. Ça, c'est l'armatan. L'armatan, ça fait et il fait froid. Comme dans la neige. C'est un animal. Quand les feuilles tombent de l'arbre. L'armatan, c'est quand le temps est un peu flou. Quelle chaleur! Oui, il fait très chaud. Hein. Aux Antilles, on dit mi-chalet. Il fait chaud. Oh là là, comment ça va, Ça va Evidero? très bien. Vous allez bien? Bien, merci. Je suis ravie de vous recevoir Moi au Maternelle également. d'Afrique. Mais dans cette rubrique, qui est une de mes rubriques préférées, qui s'appelle Elles l'ont fait, on reçoit une femme inspirante. Vous êtes productrice, vous êtes actrice, humoriste web. humoriste web et vous êtes maman. Ouais. Vous êtes maman d'une petite fille, De 4 ans. 4 ans, elle s'appelle comment? Elijah Roman. Elijah Roman. Donc vous vivez entre la Côte d'Ivoire et la France. Oui. En France, je suis intermittente du spectacle, donc je suis aussi actrice là-bas, D'accord. à plein temps. Et en Côte d'Ivoire aussi. Et en Côte d'Ivoire aussi. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce métier? J'ai fait une vidéo comme ça avec une amie un jour. Oui. Et elle a décidé de la publier sur les réseaux sociaux. Et voilà, les gens ont aimé. Et après, c'est parti. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait que les gens aiment ce que vous faites? Eh bien, d'après ce que j'entends dire, il paraît que je suis assez naturelle. Donc, je pense que ça doit être ça. Moi, la première fois que je vous ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Hein. C'était une vidéo Facebook. Et puis, je regardais, je me dis, mais elle a tout compris. C'est exactement le prototype même de la fille africaine ou togolaise ou béninoise qui vit soit à l'étranger ou qui vit donc sur le continent. Je pense que c'est ça qui parle aux gens, c'est que vous, comment dire, vous parlez au cœur. Vous parlez au cœur des gens. Merci. Quelle est la difficulté, quelles sont les difficultés ou obstacles que vous avez rencontrés depuis que vous faites ce métier? Aujourd'hui, je peux dire la célébrité entre griffes vous fait découvrir vos vrais amis. Et puis, vous créez des ennemis. Donc, c'est un petit peu ça. Je suis confrontée à ça chaque jour. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que vous êtes moitié ivoirienne, moitié capverdienne. Oui. Est-ce que, comment vous êtes déjà allée au Cap-Vert? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. Vous vous sentez vraiment des deux ou vous vous sentez Oui. plus ivoirienne? Non, non, je me sens vraiment des deux. Voilà. Parce que le côté capverdien, c'est le côté de ma mère et j'ai toujours vécu avec ma mère. Mais je suis beaucoup aussi ivoirienne. Hein. Je pense que ça se sent dans mon accent. Ah ça, pas aujourd'hui, hein, mais quand on voit les vidéos, c'est sûr, j'adore. Merci. Votre quotidien, par exemple, une journée type avec vous, ça se passe comment? Vous vous levez à quelle heure? Comment ça marche? Quand on est à Paris, je me lève à 6h30. C'est tôt quand même en Ouais, France, hein, parce 6h30. que je dois faire son petit déjeuner, préparer tout ce qu'il y a, la préparer. Elle doit prendre son petit déjeuner et l'accompagner à l'école. Et vu que l'école n'est pas tellement loin, donc on y va à pied, je la dépose. Je reviens, j'essaie de faire des vidéos si j'ai de l'inspiration. Ou sinon, je fais à manger, je m'occupe. Alors attendez, je vous interromps. Tout à l'heure, Oui. vous me disiez que pour vos vidéos, c'était de l'improvisation, Oui, vous oui. n'écrivez rien. Donc, Non, j'écris rien. vous avez une Donc, idée, ouais. vous êtes inspiré. Ouais, et je vous viens, y je allez. fais une vidéo. Ou soit j'écris, parce que je suis en train d'écrire un livre aussi. Un livre sur Voilà, quoi? sur ma vie. Voilà, Ah, donc d'accord. voilà, c'est comme ça. Et les personnes qui font les sketchs avec vous, parce qu'il y a des fois, vous n'êtes pas toute seule, ce sont des comédiens aussi, des amis? Ce sont des amis à moi, des amis d'enfance, des amis de la vie, voilà, que j'ai pu rencontrer. Et puis voilà, je les force à tourner avec moi. Vous les fois.
Donc, ce sont de vrais amis. Ouais. Et votre inspiration, alors, vous la trouvez où? Bah, au quotidien, hein. Vraiment? Ouais, au quotidien, je peux être en train de bavarder avec un ami et il y a un truc qui me vient, je dis vas-y, on tourne et puis voilà, c'est comme ça. Excellent. Excellent. Yvidéro, merci beaucoup. Merci. Je vais vous demander juste 2 secondes le temps de lancer un appel à témoins et on va trinquer toutes les deux. D'accord. Alors, appel à témoins. Vous avez annoncé votre grossesse à votre conjoint et il vous a quitté. Il a fini par revenir ou alors n'est pas revenu. Venez partager avec nous. Vous étiez enceinte lorsque vous avez appris que votre mari vous avait trompé. Aujourd'hui, vous êtes toujours avec lui ou vous l'avez quitté? Venez nous raconter votre histoire.